Salut les amis, est-ce que vous faites partie des 7 Français sur 10 qui commencent leur journée avec une tasse de café? Autrefois produit exotique, il est devenu un élément incontournable de notre quotidien. Cette accessibilité apparente masque une réalité beaucoup plus fragile. En tant que consommateur, on ne perçoit pas l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de très nombreux produits alimentaires qui pour beaucoup viennent du bout du monde. C'est le cas du café. Avec les changements climatiques, on peut se poser la question de l'avenir de ce produit très consommé en France. C'est cette évolution que nous avons étudiée lors du dernier Bar des Sciences, qui avait pour thème « Serons-nous bientôt privés de notre café, du passé au futur, de l'alimentation ?» Est-ce que vous consommez du café? J'en bois minimum un par jour. Une tasse par jour. De temps en temps, mais j'essaie d'éviter parce que ça me donne de l'anxiété. Ok, d'accord, ouais, c'est vrai que c'est pas très bon, ouais. Okay. Une tasse tous les matins, et si je suis fatigué, une à midi. Ok, c'est café filtre Café soluble le matin, et café de machine à café l'après-midi. Alors, cafetière de bar. Ah oui, ok, voilà. D'accord, ok. Et parfois dosette, au travail. Ok. Est-ce que vous savez d'où vient votre café? Oui. Il vient d'où alors? Alors, j'achète du moka harar. D'accord. Voilà. Et donc Éthiopie. Ok. Et en général, je vais toujours chez le torréfacteur. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des moyens de ne pas se priver, entre guillemets, en créant de nouvelles filières à d'autres endroits, sur d'autres aires de répartition, avec d'autres variétés? Voilà, quels sont les leviers qu'on a aujourd'hui pour ne pas se priver justement de ces filières café? Alors sur le café... Clémentine Aline, chercheuse en agroécologie systémique, elle est spécialiste des systèmes agroforestiers tropicaux intégrant caféiers, cacaoyers et bananiers. Qui est une plante qui a été... Comme je le disais tout à l'heure, c'est une plante qui originellement vient de sous-bois, mais qui, selon les critères de sélection classiques, variétaux et de l'agronomie qui est imposée jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, des normes de monoculture et de non-limitation des ressources, c'est-à-dire le maximum de lumière, le maximum d'eau, le maximum d'azote et d'engrais. Et en fait, on a sélectionné les variétés qui sont cultivées aujourd'hui majoritairement dans ces conditions-là. Donc ça veut dire que si on veut les sortir de ces conditions-là, forcément, elles sont beaucoup moins productives. Mais depuis, on évolue justement aussi sur la recherche et la sélection de variétés qui, par exemple, tolèrent beaucoup mieux l'ombrage. Donc, il y a eu des programmes de sélection génétique pour sélectionner des variétés qui sont beaucoup plus locales. Pour faire la transition avec le café, moi, je vois bien ma grand-mère en train de faire son tiramisu avec ses gestes, etc. Si je lui dis demain, il n'y a plus de café, comment est-ce que ces gestes vont se répercuter? Peut-être, Reine, tu as une réponse sur les gestes, sur la cuisine, qui est finalement très très liée. Oui, parce qu'en fait, en effet, le passé, le présent, le futur, moi je pense que le futur de l'alimentation, c'est pas une rupture, déjà. Reine Barbare, enseignante chercheuse en ingénierie des aliments, son travail porte sur l'alimentation durable, les patrimoines culinaires locaux et leur adaptation aux besoins sociétaux, la transformation des céréales et légumineuses pour les transitions agroécologiques et alimentaires. Et le terme tradition m'intéresse beaucoup parce que c'est dans le latin tradere, donc transmettre. Et du coup, en fait, il y a toujours une transmission dans la tradition. Et l'idée, c'est de se dire, la tradition, c'est pas forcément quelque chose figé dans le temps. Elle va bouger, elle va s'adapter au contexte sociétal, environnemental. Et l'idée des traditions, c'est bien sûr de bouger, mais de les comprendre. Et ces gestes dont tu parles sont très intéressants parce qu'il y a un savoir-faire. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est dans la cuisine, c'est souvent ce côté précision, ce qu'on appelle les dictons culinaires. C'est en fait tous ces termes techniques qui s'enchaînent et qui font que la recette marche. Parfois, il y a des recettes qui ne marchent pas. Pourquoi? Parce qu'il vous manque encore une étape. Voilà. Donc ça, il y a un vrai travail aussi qu'on fait dans des projets et avec la formation aussi des jeunes qui participent avec nous pour dire, en fait, comment comprendre et en comprenant, on peut substituer. On peut se dire pourquoi on ne ferait pas ça si ça a le même résultat. Donc ça devient un vrai travail de recherche. Et on a une idée de se dire, pour préserver aussi ces gestes, pourquoi pas créer un musée virtuel des gestes culinaires extraordinaires. Et donc moi je vous invite aussi autour de vous, si vous avez une personne, un membre de votre famille qui a une recette, voilà,
préserver ça et quelque part, il y aura un moyen de les voilà. Et donc du coup, la trad-innovation, voilà, c'est aussi un projet sur lequel je travaille. C'est comment revisiter ces recettes, mais pas pour innover juste pour le superflu. C'est rendre des recettes accessibles. On travaille avec des populations vulnérables qui ne peuvent pas manger les recettes telles quelles pour des problèmes physiologiques, voilà, et plein de côtés. Et comment adapter. Donc du coup, transmettre la recette dans son essence, mais autrement. Pour revenir, si on n'a plus de café, on fait comment? C'est déjà arrivé, hein. Franck Kirk, agronome et chercheur en génétique, il étudie les mécanismes de diversification des agrumes cultivés. Pour revenir à Bastia, à Place Saint-Nicolas, avec les palmiers, ma grand-mère me racontait que pendant la Seconde Guerre mondiale, ils n'avaient pas de café, donc évidemment tout le monde avec la chicorée, mais ils torréfiaient des noyaux de dattes. Les palmiers, qui ne sont pas des vrais palmiers dattiers, mais qui faisaient des dattes quand même, la plupart sont morts à cause du charançon rouge, mais racontaient qu'ils ramassaient les noyaux de dattes, ils les torréfiaient pour faire le café à partir d'autre chose, quoi, tout simplement. Oui, mais là, il y a dans le commerce du café, du lupin, des légumineuses. Maintenant, c'est à la mode. Bon, maintenant, le problème, c'est est-ce que vous goûtez? Bon, il y a des côtés justement, c'est maîtriser la torréfaction pour révéler des arômes. Bon, on n'a pas la caféine, mais pourquoi pas? Enfin voilà, pourquoi pas diversifier, avoir un café comme ça, un vrai café, pourquoi pas? Et aussi, en parlant de torréfaction, juste pour vous dire aussi qu'il y a des gens qui testent la torréfaction solaire, de revenir à des techniques justement ancestrales et travailler avec des énergies de production intermittentes, parce que le schéma de production actuel, c'est, on produit tout le temps avec des énergies, voilà. Et là, non, c'est peut-être des énergies solaires, voilà, et comment adapter mon organisation de travail autrement. Donc ça nécessite vraiment de revisiter des nouveaux modèles de production. Enfin, j'ose même pas envisager la disparition d'un point de vue agroalimentaire, la disparition du café. Quand je vois qu'en France, notamment dans le sud-ouest, je crois, il y a les premières productions de chocolat qui se font. Il y a des comment dirais-je, des agriculteurs qui produisent du chocolat. Moi, de plus sentir l'odeur du café à la Vérune chez Carte Noire, je vois pas du tout nos industries agroalimentaires se priver de cela. Donc l'altitude, certes, mais il va sûrement y avoir des recherches de fait, ils vont triturer ce qu'ils doivent triturer au niveau gène ou autre, mais je ne vois pas ce marché du café mondial disparaître. Je ne connais pas la production, les ceci, cela, mais je ne le conçois pas. Ça doit être sûrement, de la même manière que des prédictions nous annoncent la fin de la production viticole en l'an 2100 sur l'ex-Languedoc-Roussillon. Là, par contre, c'est peut-être... Mais le café, ça doit cogiter dur actuellement au niveau des laboratoires et autres je ne sais pas. La limitation, moi que je vois, et une question peut-être qu'il faut qu'on se pose sur du très long terme, c'est, oui, on pourra toujours trouver des espaces, des variétés pour cultiver du café, mais peut-être qu'un jour on arrivera à un nombre d'humains sur Terre qui fera qu'on aura une compétition sur les ressources du sol, entre produire du café et produire quelque chose qui se mange. Quand on en arrivera là, se posera après, pour avoir travaillé en Haïti. Le café, c'est une culture qui est énormément cultivée et dont l'économie est très dépendante. Et les agriculteurs, finalement, j'ai vu des enfants partir le matin à l'école avec une tasse de café dans le ventre et rien à manger. C'est aussi quelque chose qui coupe la faim. Il y a des cultures qui permettent aussi d'aller plus loin. Donc il y a des questions aussi qui se posent sur l'usage des sols, quand même. Vous, les expériences que vous évoquez, c'est des expériences sur des petits producteurs. Comment justement ces grosses fermes se préparent ou envisagent le réchauffement climatique, le changement climatique? Quelles sont leurs stratégies? Est-ce qu'ils sont sensibles aux projets d'agroforesterie ou est-ce que c'est très loin de leurs imaginaires puisqu'ils sont plutôt sur de la rentabilité à court terme? Ils sont forcément sur de la rentabilité à court terme, sauf que maintenant ils ont vraiment pris conscience que la rentabilité à court terme n'avait aucun sens. D'abord parce que c'est une plante pérenne, et deuxièmement parce qu'il y a des problèmes vraiment de changement climatique, tout ce qu'on a évoqué, les événements climatiques extrêmes, les maladies, les ravageurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont dans une phase de transformation, et là encore, avec les industriels, parce que c'est des industriels, on doit co-construire ensemble les questions de recherche. Donc, quand on travaille avec les agriculteurs qui ont des systèmes très diversifiés, en termes de recherche assez fondamentale, ça permet de comprendre les choses, d'être capable
mettre en relation, par exemple, telle espèce d'arbre associé va avoir tel effet sur la fertilité du sol, mais ça va aussi augmenter telle maladie. Donc ça permet de comprendre, et ces réponses-là vont permettre après d'aller mettre en place des protocoles de co-construction avec les industriels qui ont du coup un impact vraiment énorme en termes de surface. Parce que finalement, réduire de 3% l'utilisation de pesticides, mais sur 2000 hectares, ça a beaucoup plus d'impact écologique que peut-être planter 4 arbres dans une parcelle d'1,5 hectare. Voilà. Donc il y a aussi ça à l'échelle du territoire qu'il faut évaluer. Mais alors, j'ai jamais travaillé avec... j'avais travaillé une fois avec Ecom, qui est un exportateur, et je sais qu'ils sont sensibles ils sont en train de mettre en place des systèmes agroforestiers, même au Brésil, il y a des systèmes agroforestiers qui sont complètement mécanisés, donc où ils ont mis des rangs d'arbres pour limiter notamment l'émergence de certains ravageurs, et qui permettent malgré tout de maintenir une récolte mécanisée sur le caféier. Et il y a certains systèmes, ça c'était un système qui fonctionne aussi très très bien au Brésil, où ils ont même augmenté la rentabilité globale du système parce qu'ils ont mis des noix de macadamia qui rapportent énormément. Et donc en fait, il y a aussi moyen, pour des fermes commerciales, finalement de réfléchir à bah oui, je peux faire de la biodiversité, je peux changer mes variétés, et ça peut être rentable. Donc, mais là encore, il faut co-construire les objectifs avec les acteurs et les acteurs de la filière. Du début jusqu'à la fin. Mais par contre, les études qu'on peut mener dans des systèmes finalement qui ne sont pas représentatifs mais très extrêmes nous permettent d'alimenter, de comprendre à une échelle plus grande ce qui est possible de faire. On espère que cette vidéo récapitulative de ce bar des sciences vous a plu et nous vous invitons à suivre la programmation de l'ensemble des bars des sciences pour ne rien rater de nos futurs événements. À bientôt!